Maintenant, on va voir une certaine famille d'approches par ensemble un peu différentes, donc les approches de bagging, de random subspaces et de forêt aléatoire. Donc, lorsqu'on parle de bagging, c'est quand même assez simple. L'idée du bagging, c'est de faire des ensembles de classifieurs où chaque classifieur est entraîné sur un ensemble de données légèrement différents. Donc, on va les entraîner sur des variations de l'ensemble d'entraînement. Puis ces variations-là vont être, dans le fond, obtenues par un tirage au hasard avec remise de n données dans le jeu d'entraînement d'origine. On a un jeu d'entraînement d'origine, notre X ici, puis on va tirer, mais en ayant la possibilité de tirer plusieurs fois la même donnée. Puis on va générer un nouveau jeu XJ qui a la même taille, qui a n instances, mais qui a possiblement plusieurs copies de certaines données et aucune copie de certaines autres. Puis le classifieur de base en bagging va être entraîné sur un XJ. Puis donc, chacun des membres va avoir leur XJ différent. Le tirage est fait pour chaque donnée. Donc, c'est ça. L'idée, c'est qu'avec remise, on peut avoir plusieurs exemplaires de la même donnée. Donc, nécessairement, si on en prend n et n est la taille de x, on va avoir des absents. Pour que ça marche bien, le bagging, on veut avoir, puis c'est drôle à dire parce que c'est généralement contre-intuitif, ce n'est pas ça qu'on veut en pratique, mais pour que ça marche bien, on va avoir des classifieurs de base qui seraient instables. Un algorithme instable, ça veut dire que pour des jeux de données légèrement différents, les classifieurs obtenus sont très différents. Ça veut dire que le modèle est sensible au choix de données d'entraînement, puis s'il y a certaines données qui sont absentes, certaines autres qui sont en plusieurs copies, mais l'entraînement va générer un résultat qui va être très variable, très différent d'un tirage à l'autre. Pour donner des exemples de classifieurs stables, les approches par les cas plus proches voisins, par classement paramétrique, ça, c'est très stable. Ça ne va pas être sensible au fait qu'il y ait certaines données manquantes, certaines données en plusieurs exemplaires. Ça va donner pas mal toujours les mêmes résultats. Fait que ce n'est pas des bons candidats pour faire du bagging. Mais si on prend des algorithmes plus instables, comme le perceptron multicouche, qui, lui, dépend à la fois des poids initiaux qui sont tirés aléatoirement, mais si on fait du bagging, il va dépendre aussi des données d'entraînement initiales, en général, des données d'entraînement qui sont tirées au hasard. Il y a quand même une certaine stochasticité dans le perceptron multicouche, puis cette stochasticité-là peut être amplifiée par le bagging, puis ça peut donner donc un ensemble de classifieurs qui vont quand même agir différemment. Ou bien la condensation de Hart pour le cas plus proche voisin. Mais ça, selon d'une configuration à l'autre de départ, ça peut donner des résultats quand même assez différents, puis faire varier le classement par le plus proche voisin une fois que la condensation a été faite. En général, on dit qu'un algorithme instable a une grande variance. D'une fois à l'autre, ça ne donne pas toujours le même résultat. Donc, on peut voir comme étant très négatif l'idée d'avoir des algorithmes instables, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être très intéressant dans un contexte d'ensemble, comme ici. Une variante qui est dans la même famille que le bagging, c'est les random subspaces. L'idée, c'est que chaque classifieur de base est entraîné non pas sur un tirage des données d'entraînement, mais plutôt un tirage des variables d'entrée. Donc, les caractéristiques, les variables sont tirées. On ne fait pas de tirage avec remise parce que ça ne fait pas de sens, mais supposons qu'on a 50 variables, on va en tirer 20 à chaque fois. Fait qu'on va entraîner plein de modèles qui vont chacun avoir vu 20 variables possiblement différentes avec des recrutements parce qu'on en tire 20 dans 50. Bien, c'est certain qu'entre deux modèles, il y a quelques variables qui reviennent, mais il y a plusieurs variables qui n'ont pas été vues. Le random subspace, c'est quand même très simple, puis ça donne des résultats intéressants. Le bagging aussi, le problème avec le bagging, c'est qu'il faut vraiment que l'algorithme d'apprentissage soit instable, sinon ça donne la valeur ajoutée n'est pas claire. Ça se peut plus souvent que ça donne des résultats assez ordinaires, comparables à avoir un seul membre correct. Un algorithme qu'on utilise fréquemment dans certaines méthodes par ensemble, c'est les arbres de décision. Donc, les arbres de décision, dans le cours, je n'en parlerai pas plus amplement qu'aujourd'hui. Donc, il y a eu des choix de fait, puis j'ai éliminé, je n'ai jamais intégré, à vrai dire, la matière sur les arbres de décision dans le cours pour certaines raisons. La première étant que ce n'est pas les algorithmes les plus performants qui existent. Donc, c'est bien pour avoir des modèles interprétables, mais en termes de performance, ce n'est pas au rendez-vous. Ce que ça fait un arbre de décision, c'est que ça fait une séparation hiérarchique, récursive de l'espace d'entrée. On va vraiment, notre donnée à l'origine, on va faire une décision. Est-ce que l'âge de la personne, si on a des mesures sur une personne, est plus grande que 50 ans? Oui.
branche de gauche, non, branche de droite, puis ainsi de suite. On descend dans l'arbre en prenant des décisions sur des variables et possiblement des seuils sur ces variables-là lorsque c'est des variables numériques. Puis quand c'est des variables discrètes, c'est plus est-ce que lequel de ces conditions s'applique ou à quelle catégorie la donnée correspond pour une instance particulière. Donc, ça fait une séparation hiérarchique récursive de l'espace d'entrée. Puis chaque nœud de l'arbre est une décision, un test sur une valeur où l'issue est discrète, où l'issue est vrai ou faux, ou si l'issue est une couleur ou je ne sais pas quoi. Puis l'intérêt, c'est qu'on fait une division, une séparation de plus en plus fine de l'espace d'entrée. Donc, on va séparer l'espace d'entrée en petites régions de plus en plus réduites. Et donc là, éventuellement, on est capable d'aller faire un découpage assez fin. Mais c'est un peu l'avantage face à un désavantage des ordres de décision, c'est que ça surapprend beaucoup. Ça a tendance à overfitter si on ne prend pas de disposition particulière. Donc, souvent, la construction des ordres de décision par apprentissage se fait de façon descendante, on dit top-down. On va construire l'arbre à la racine, on prend une décision avec une variable à la racine, on va à gauche, on va à droite, si c'est du vrai ou faux, une condition respectée ou pas, puis on descend comme ça dans l'arbre. La construction se base sur l'entropie, donc on va quand même mesurer l'entropie à chaque point, puis on va dire c'est quoi la décision qui minimise l'entropie, par exemple. Puis une fois qu'on a généré un arbre de décision qui peut être possiblement très grand, on va faire de l'élagage. Comme ça, on va comme couper un peu des branches qui sont inutiles pour lesquelles il y a peu de données, peu de variables. Donc, on va réduire la surspécialisation de cette façon-là. Et donc, ce qui est intéressant avec les arbres de décision, c'est qu'on est capable d'avoir des règles de décision interprétables. Donc, un exemple d'arbre de décision ici, c'est d'avoir, donc ça, c'est une décision qui se base selon deux variables, l'âge et le départ. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va faire vraiment un test sur la variable start. Est-ce que la variable start est plus grande que 8,5? Sinon, c'est directement la branche de droite ici qui nous dit, bon, ben, 0,58. Donc, ça veut dire qu'on a couvert 23 des cas, puis on a une performance de 0,58. Qui est, bon, je ne pourrais pas dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Sinon, à la branche de droite, on fait une autre décision encore basée sur start, mais cette fois-ci, c'est est-ce que c'est plus grand que 14? Si oui, ben alors là, on va à gauche ici. Sinon, on va à droite ici. Donc, après ça, on regarde est-ce que l'âge, c'est pas la même chose, est-ce que l'âge est plus petit que 4,5? Si oui, bien, on va ici à gauche, puis c'est encore ces deux décisions qui sont très bonnes, très claires. La troisième décision, c'est encore sur l'âge, mais pour des âges plus grands encore. Là, il y a une certaine ambiguïté, mais c'est quand même là. Puis après ça, on a la cinquième valeur qui est 0,58, qui provient de la racine. Si on regarde ce que ça fait comme découpage dans l'espace, on a ça vraiment ici à droite, au centre et à droite. On voit un peu l'assignation que ça fait. Puis cet arbre de décision-là, bien justement, il va choisir de cette façon-là. Donc, on va avoir donc une décision selon start qui est à 14. Et si on regarde ça, le start à 14, ça correspond à ça ici. Puis après ça, on a une décision selon l'âge à 4,5. Donc, ça correspond à ça ici. On a une décision selon l'âge plus grand que 9,2. Ça correspond à ça ici. Puis après ça, on a une décision selon le start à 8,5 qui était dans le fond de la racine, qui est ça ici. Au début, on coupe en haut. Après ça, on va aller chercher la pointe au milieu. Et donc, on a exprimé nos frontières de décision avec finalement 4 frontières, il y en a 5, mais à vrai dire, celle-là en haut, elle pourrait être vue comme étant continue. C'est ce qu'on a découpé. Fait qu'on en a une ici qui est en haut, 2, 3, 4. Donc, ça correspond aux 4 tests qu'on a dans notre arbre de décision. Donc, avec les arbres de décision pour du classement, ce qu'on sait, c'est que c'est des classifieurs qui ont un faible biais parce qu'ils sont capables d'avoir de très bonnes performances en entraînement, mais leur variance est élevée. Donc, d'une fois à l'autre, selon l'ordre de présentation, selon l'algorithme d'apprentissage, ça peut varier beaucoup. Et donc, ça, c'est un candidat très intéressant pour faire des ensembles parce que le biais est faible et on sait que le biais est préservé, puis la variance est élevée, mais ça, on sait qu'on est capable de travailler sur la variance en faisant des ensembles. Donc,
les arbres de décision seuls, un risque qu'ils ont, c'est que c'est très possible qu'ils fassent du surapprentissage, même si on fait de l'élagage. Donc, ça peut être vraiment problématique. Une solution pour y arriver, pour faire quelque chose de bien, c'est de faire des ensembles d'arbres. Donc, on va faire du Moyen Âge en visant à garder le biais faible tout en réduisant la variance d'ensemble. Donc, on a un certain ensemble. Vu qu'on a déjà un biais faible, on va le préserver en faisant du Moyen Âge, mais on va aussi faire du Moyen Âge sur les variances, mais on va espérer que ça va réduire grandement les variances d'ensemble. Mais pour pouvoir y arriver, ça prend une certaine diversité. Donc là, si on faisait seulement des entraînements consécutifs d'arbres de décision, ce ne serait pas particulièrement intéressant parce que c'est un algorithme qui est déterministe. Donc, avec les mêmes données présentées à notre algorithme d'apprentissage, on va avoir les mêmes résultats. Donc, pour pouvoir générer de la diversité dans notre apprentissage, on va générer des arbres aléatoires avec du bagging puis random subspaces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre chaque nœud, on va utiliser des sous-ensembles de données et de variables différentes. On va générer un arbre de décision, mais à chaque point dans l'arbre, ça ne va pas tout voir. On va voir seulement certaines valeurs, puis on va voir aussi seulement donc certaines valeurs variables et certaines valeurs, instances, et certaines variables caractéristiques. Donc, on va faire une sélection de caractéristiques. Il faut choisir les variables qu'on utilise, puis une sélection des données d'entraînement pour entraîner notre arbre qui va être dit aléatoire. Puis à partir d'un ensemble d'arbres aléatoires, qu'est-ce qu'on fait? On fait une forêt aléatoire qui va les combiner ensemble. Donc, l'ensemble d'arbres aléatoires correspond à une forêt aléatoire. Puis là, la décision s'obtient en faisant du Moyen Âge sur les décisions individuelles de chacun des membres de la forêt aléatoire. Puis plus encore, ce qu'on a gratuitement fourni par la forêt aléatoire, c'est le fait que la variance des décisions des arbres individuels est considérée comme étant un très bon indicateur de la confiance de l'ensemble. Si l'ensemble a des hésitations, ça va se refléter clairement dans la variance. On va pouvoir voir en soi qu'il peut y avoir des doutes sur la décision, alors que si c'est très confiant, si tous les membres disent la même chose, tous les arbres de décision classifient une donnée de la même façon, il n'y a pas d'hésitation.